Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Cette seconde émission pourrait s'intituler « Et pourtant, la France tient encore ». Au terme de la première moitié de ce récit, une impression domine, celle d'un royaume épuisé, éparpillé, envahi, trahi par ses élites, abandonné aussi par la Providence avec un grand P. La guerre de 100 ans a déjà tout emporté, ou presque, des rois prisonniers ou fous, une noblesse décimée ou corrompue, des provinces livrées au pillage, des paysans broyés entre l'impôt, la famine et le fer, et la même guerre vidée de son sens, devenue un métier plus qu'un combat. En 1380, à la mort de Charles V, tout pourrait s'arrêter là, une France trop faible pour vaincre, une Angleterre trop tenace pour lâcher, et une guerre qui s'éternise non plus pour dominer, mais pour ne pas perdre. Et pourtant, le fil ne rompt pas. La France, contre toute logique, tient encore. Pas grâce à la force, pas grâce à un grand homme, pas grâce à Dieu, mais par quelque chose de plus ténu, plus diffus, une sorte d'instinct de survie, voyez, une inertie historique, une mémoire collective de ce que fut le royaume, et peut-être de ce qui pourrait être de nouveau. Ce moment, c'est celui de ce que l'on appelle la fracture lente, de l'éclatement intérieur. Le roi Charles VI n'est pas mort, mais il est fou. Son trône n'est pas vacant, mais il est sans pouvoir. Son autorité n'est pas abolie, mais elle est disputée par ses oncles, ses cousins, ses ennemis, bref tout le monde. Le peuple ne se révolte plus, il attend. Les campagnes ne brûlent plus, elles s'enfoncent en fait dans le silence. Et c'est dans ce vide de pouvoir, dans cette zone grise entre légitimité contestée et pouvoir sans légalité, que va se jouer la deuxième moitié de la guerre. Et nous avons là une guerre qui change littéralement de visage, parce que tout, désormais, va changer. La guerre ne sera plus une affaire de bataille, du moins pas au sens ancien. Elle va devenir une guerre de dynastie vraiment, de mémoire, d'appareil d'État. Les héros ne seront plus les chevaliers couverts d'armure, mais les diplomates. Vous savez, ceux qui tissent des traités toujours très ambigus, les réformateurs qui reconstruisent l'impôt pierre après pierre, les anonymes qui tiennent bon dans les villes assiégées, et même, vous le savez, une jeune fille illettrée surgit de Lorraine qui entend des voix. Vous voyez, le cœur du drame, une guerre dans la guerre. Dans cette seconde moitié, la guerre de 100 ans se double d'une autre guerre, une guerre civile, une guerre invisible, parfois plus meurtrière encore. Les Bourguignons contre les Armagnacs, les Français contre les Français, un roi légitime contre un roi proclamé, un royaume d'apparence unifiée mais totalement éclaté dans ses fidélités, ses langues et ses usages. Ce n'est plus une guerre contre l'anglais, c'est la guerre contre le vide du pouvoir, contre la désagrégation du politique, contre la tentation du renoncement. On a l'impression d'avoir De Gaulle en face de nous. Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire ça. Et au bout du gouffre, en fait, la lente reconquête. C'est vrai que ça pourrait faire écho. Mais cette partie-là n'est pas que déclin, elle est aussi celle de la reconquête. Pas une reconquête brutale, vous allez voir, pas spectaculaire, pas héroïque, non. Une reconquête presque invisible, administrative, progressive, mais vraiment inarrêtable. C'est l'histoire d'un roi qu'on appelle le roi de Bourges, moqué, mais qui reconstruit méthodiquement les fondations de l'État. C'est l'histoire d'une armée qui cesse d'être une armée de pillards pour devenir une force structurée. C'est l'histoire d'un peuple qui silencieusement revient au roi. C'est l'histoire d'un royaume qui peu à peu se réinvente. Ce qu'on va donc voir dans cette seconde moitié, et qui donc dit seconde, dit pas de troisième, vous l'avez compris, nous verrons comment on guérit d'une guerre, comment un pays au bord du gouffre peut ne pas tomber, comment l'histoire, avec un grand H, parfois se joue non dans les éclats, mais dans les silences, dans les décisions froides, les compromis amers, les réformes invisibles, les fidélités reconstruites. Elle nous dira qu'un pays peut ne pas croire en son roi, mais croire encore en lui-même, et qu'à la fin, cette guerre, commencée comme un conflit féodal entre cousins, se terminera comme une victoire de l'État sur le chaos. Nous allons retrouver Charles V, puis Charles VI, le roi malade, puis Henri V, l'anglais conquérant, puis Azincourt, la déroute, puis Jeanne, les voix, et enfin Charles VII, le roi silencieux qui, sans panache, refermera la guerre. Allez, prenez une inspiration, la fin commence maintenant dans 5000 ans d'histoire, la guerre de 100 ans, partie 2.
Quand Charles V monte sur le trône en 1364, le royaume de France n'est plus que l'ombre de lui-même. Souvenez-vous, les provinces sont désorganisées, les impôts détestés, mais ça c'est comme partout et comme toujours, l'aristocratie discréditée, le roi précédent, Jean de Lebon, mort à Londres, en exil doré, victime de sa propre intransigeance chevaleresque. Donc le peuple ne croit plus aux batailles, la noblesse ne sait plus gouverner, l'Église reste impuissante. Et les campagnes sont aux mains des compagnies. Vous savez, ces milliers d'hommes, j'en parlais un petit peu à la fin de la première émission, ces milliers d'hommes d'armes désœuvrés, issus des conflits passés, qui errent comme ça en bandes organisées, ravageant les campagnes, rançonnant les monastères, les seigneuries, les villes, etc. Mais dans ce marasme, un homme va prendre les rênes avec une lucidité, je dirais, glaciale. Charles V, c'était l'occasion quand même de revenir un peu sur lui, même si j'ai fait 3 émissions que, si le personnage vous intéresse, je vous encourage à réécouter. Charles V ne ressemble en rien à ses prédécesseurs. Il n'a pas de bravoure spectaculaire, pas de panache, pas de posture de chevalier. Il est discret. Il est miné, lui, par la maladie. Il a le teint pâle, le corps fragile. C'est un homme de lecture plus qu'un homme de parade. Il ne monte pas à cheval, c'est pas son genre. Il évite d'ailleurs les tournois. C'est vraiment l'inverse, l'opposé inverse, l'exact inverse de son père. Certains le méprisent d'ailleurs pour ça, le trouvent effacé, indigne de l'armure. Mais cet homme, qu'on va bientôt surnommer le Sage, est l'un des plus redoutables souverains de l'histoire de France et, vous le savez peut-être, pour moi, peut-être le plus grand roi de France. Il gouverne avec la tête et non pas avec l'épée. Et ce qu'il va accomplir tient du tour de force, reconquérir un royaume dévasté sans livrer une seule grande bataille. La première intuition de Charles V est simple, mais pour l'époque c'est révolutionnaire. On ne gagne pas la guerre sans un État fort. Donc, il va réformer la fiscalité. Alors pas en réduisant les impôts, lui il les augmente, ça on connaît, mais en les rendant plus réguliers, plus prévisibles. Il va créer un impôt permanent, le franc de l'ordonnance, destiné à entretenir une armée stable, sans dépendre de ce qu'on appelait avant la levée féodale. Il réorganise l'administration. Il place en fait des gens de savoir à la tête des finances, des juristes à la tête des provinces, des techniciens au lieu des barons. L'autorité royale cesse, si vous voulez, d'être un prestige pour redevenir un pouvoir exécutif structuré et méthodique. Il crée même un embryon d'armée de métier mieux payée, mieux encadrée, plus fidèle évidemment au roi qu'au seigneur. On est plus fidèle à celui qui paye, bien sûr. Il comprend que la guerre ne se mène plus à coups de panache, mais avec des comptes équilibrés, une logistique efficace, une chaîne de commandement continue. Mais l'un des mouvements les plus retors et les plus brillants de Charles V, c'est ce que Jean Favier, dans son livre, La guerre de 100 ans, appelle la diplomatie du mal. Il sait que les grandes compagnies, vous savez, c'est donc ce dont je parlais tout à l'heure, ces milliers d'hommes qui sont totalement indisciplinés, ils sont armés, expérimentés, mais qui représentent une menace permanente, quotidienne. Il sait qu'il n'a pas les moyens de les combattre frontalement, mais il n'a pas non plus intérêt à ouvrir un second front à l'intérieur. Alors il a une idée. Il ne les combat pas, il les exporte. Il paie leurs chefs, leur fournit des chevaux, de l'or et des sauf-conduits pour qu'ils aillent guerroyer ailleurs. Il exporte, si vous voulez, vraiment la terreur, entre guillemets. En Italie, où les cités-États sont en train de se déchirer, donc ça va les occuper. En Castille, où une guerre de succession fait rage. En Suisse, en Autriche et parfois même jusqu'aux portes de l'Empire. Le roi fait donc d'une pierre deux coups, il vide le pays d'une force dangereuse et il se crée des obligés chez les souverains étrangers qui voient en lui un faiseur d'ordre. C'est une diplomatie extrêmement cynique, froide, mais diablement efficace. Charles V pratique ce qu'on appellera plus tard le réalisme politique, c'est Machiavel qui dit ça, il maîtrise la guerre sans l'armée. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.